Alors, bonjour à tous, donc je vais me présenter. Je suis Cécile Gueux-Saint-Michel et je suis responsable du pôle développement durable, hygiène, sécurité, environnement au service central. Bonjour à tous, donc moi je suis de la Normandie, je suis Valérie Boutonnet, je suis référent développement durable, une autre casquette, qualité, voilà. Donc on va vous présenter les engagements développement durable de l'EFS. Donc on va commencer d'abord par, je ne sais pas quel est votre niveau de sensibilisation au développement durable. On s'est dit qu'on allait quand même reprendre l'évolution du concept de développement durable et des objectifs, donc expliquer ça rapidement. Ensuite, parler du champ d'action du développement durable et des applications dans l'entreprise en général. Et ensuite, donner quelle est la politique de l'EFS en matière de développement durable, donc politique nationale. Et ensuite, on déclinera la politique développement durable, hygiène, sécurité, environnement sur la région Normandie. Voilà. Alors donc, l'évolution du concept. Donc cette frise présente l'apparition et l'évolution de la notion de développement durable depuis les années 70. Donc, dans les années 70, les scientifiques, certains scientifiques et ONG lancent un cri d'alarme à la communauté internationale pour dire qu'on est arrivé à un état d'épuisement des ressources naturelles important et que notre modèle de développement économique provoque des ravages et sur l'environnement et également creuse les inégalités sociales. Donc il y a plusieurs textes qui sortent à cette époque-là, notamment le rapport, peut-être que vous avez entendu parler de ce rapport Halte à la croissance, qui est un rapport publié par le Club de Rome. Donc ce sont certains scientifiques, économistes qui se sont réunis. À ce moment-là, donc dans les années 70, on ne parle pas encore de développement durable, donc cette notion n'existe pas encore, et les préoccupations sont plus environnementales. Ensuite, une quinzaine d'années plus tard, en 87, donc il y a une commission de l'ONU, donc la commission pour l'environnement et commission mondiale pour l'environnement et le développement, qui a lieu donc, et cette notion de développement durable apparaît pour la première fois. Donc, dans un rapport à la suite de cette commission qui s'appelle le rapport Brundtland. Ensuite, cette notion de développement durable est reprise de manière plus importante à la conférence de Rio. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà aussi entendu parler de cette conférence qu'on appelle souvent le sommet de la Terre. Donc, en 92. Et là, en fait, ce qu'il est important de souligner, c'est qu'il y a une évolution en termes de prise de conscience au niveau des acteurs. Donc là, on était dans les années 70 plus sur des scientifiques et des ONG, donc déjà engagés. Et puis en 92, au sommet de la Terre de Rio, il y a autour de 178 États qui participent à ce sommet de la Terre. Et donc 110 chefs de gouvernement, présidents, etc., qui participent à ce sommet. Donc c'est une date importante également parce que c'est à ce moment-là que sont élaborés les grands textes du développement durable, donc les principes en fait, du développement durable, les 27 principes qui remettent l'homme au centre des préoccupations, et également ce qu'on appelle l'agenda 21, en fait, qui est un programme d'action pour le 21e siècle. Donc l'agenda 21, peut-être qu'en tant que citoyen, vous avez déjà entendu parler de ce que c'était. Il y a toutes les mairies, collectivités locales, territoriales développent un agenda 21. C'est en fait un plan d'action pour le 21e siècle, donc en faveur du développement durable. Donc prenant en compte l'environnement, le social et l'économique. Ensuite, dans les années 2000, donc, il y a encore une évolution de la prise de conscience, et la prise de conscience se durcit et se propage au monde de l'entreprise, aidé par la réglementation bien sûr. Donc en 2001, il y a en France la loi NRE, donc la loi sur les nouvelles régulations économiques, qui oblige les entreprises du CAC 40 cotées en bourse à rendre des comptes sur leur gestion sociale et environnementale, en plus de leur gestion économique qu'on a dans les rapports d'activité. Donc ils doivent en plus dire ce qu'ils font au niveau social dans leur entreprise et quel est le rôle de leur entreprise dans la société et leur impact sur l'environnement. Et puis ensuite, on a donc la charte de l'environnement qui a une valeur constitutionnelle donc dans les années 2003.
Et puis, bon, ensuite, plusieurs textes qui se succèdent, et le Grenelle de l'environnement, dont vous avez certainement entendu parler, puisqu'on a entendu en boucle, à la télé, à la radio, etc. Le Grenelle de l'environnement, on ne va pas rentrer dans des débats politiques, rien, mais le Grenelle de l'environnement, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est un véritable point de départ de prise de conscience de la société française, enfin, de mobilisation de la société française sur le développement durable. Voilà, et donc dans l'évolution des acteurs, donc on a dit des experts, ensuite les chefs d'État, puis le monde de l'entreprise. Dans le monde de l'entreprise, on va plus parler de responsabilité sociétale des entreprises, qui est en fait la contribution de l'entreprise au développement durable. Et puis ensuite, on va entendre d'autres notions, on en parlera plus tard, on va entendre la notion de performance globale. Voilà, donc voilà pour cette évolution du concept. Donc la définition qui est dans le rapport Brundtland qu'on a vu tout à l'heure, c'est donc la définition du développement durable, c'est répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Donc il y a deux notions dans cette définition. Il y a la notion de besoin, notamment de besoins primaires pour en priorité les plus démunis. Et puis il y a aussi l'idée que l'état de nos techniques et de l'organisation de notre société actuelle ne permet pas à l'environnement de pouvoir répondre aux besoins des générations futures. Voilà. Donc pour simplifier en fait le développement durable, l'objectif du développement durable, c'est de créer de la richesse en consommant moins d'environnement et en contribuant au progrès social, c'est-à-dire donc la paix sociale, la prospérité générale, donc par un partage plus équitable des bénéfices du progrès. Peut-être que vous avez déjà entendu parler aussi de l'empreinte carbone, on en parle aussi dans les médias pas mal. Donc en gros, c'est notre rythme de vie de consommation, notamment dans les pays développés, on va dire, ne permet pas, si les pays en voie de développement atteignent le même niveau de développement que nous, en termes de consommation au niveau de vie, on n'a pas suffisamment de planète, en fait, de ressources environnementales pour pouvoir vivre tous de la même manière. Donc c'est essayer de trouver un équilibre aussi sur répartir tous ces enfin, être plus équitable en fait dans notre consommation aussi. Voilà. Alors, le champ d'action donc, du développement durable, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, c'est un pilier économique donc, qui vise des objectifs de croissance économique, en fait, et d'efficacité économique. Un pilier social qui, lui, vise à satisfaire les besoins humains et des objectifs d'équité sociale, de cohésion sociale. Donc c'est tout ce qui concerne la santé, le logement, etc., le travail, voilà. Et puis il y a le pilier environnemental qui, lui, vise à valoriser et à préserver les ressources naturelles. Donc on est vraiment à la convergence de ces trois dimensions pour avoir un modèle de développement qui dure. Il faut essayer de trouver le plus possible un équilibre entre ces trois piliers. Donc ça veut dire, quelque part, si je prends l'entreprise, que nos décisions en fait, soient pesées toujours au regard des trois piliers. Ça ne veut pas dire toujours trouver l'équilibre, parce qu'il est impossible à trouver à chaque fois. Mais en tout cas, quand on prend une décision, eh ben, on pèse, on argumente en faveur d'un pilier pour prendre sa décision. Voilà. Alors, donc, les autres termes dont je vous ai parlé, souvent utilisés, c'est la responsabilité sociétale des entreprises, donc, ou RSE. Donc c'est la contribution des entreprises au développement durable. Comment en fait l'entreprise participe au développement de la société équilibrée, qui crée de l'emploi, qui ne pollue pas, etc., etc. Et donc c'est se poser la question de quel est le rôle de notre entreprise, de notre organisation, dans la société. Nous, on va le voir après, on a un rôle vraiment tourné social, un rôle social. Clairement, les établissements publics ont un rôle social. Donc ils sont plus sur le pilier social, on va dire. On a un rôle, je veux dire, notre entreprise comme Total, par exemple, il a un rôle qui n'est pas qui est économique. Sa finalité, c'est de faire aussi des bénéfices. En même temps, il a un rôle social, puisqu'il y a fournir l'énergie pour pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse bénéficier, etc., etc. Donc c'est se poser la question et voir comment on arrive à équilibrer dans l'entreprise ces décisions au regard des autres piliers. Ensuite, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on parle beaucoup aussi de performance globale.
Donc c'est une autre vision de la performance, donc voilà, plus respectueuse des parties prenantes, moins axée sur la maximisation des profits à court terme. Souvent on prend des décisions à court terme parce qu'on veut faire du profit et on ne pense pas, on n'anticipe pas à long terme, et donc on n'est pas dans la durabilité de l'entreprise ou dans la durabilité de l'organisation. Voilà. Et puis ensuite on a la notion alors qui est un peu aussi qu'on entend en parallèle, c'est la notion d'hygiène, sécurité, environnement. Donc peut-être dans vos régions vous avez déjà des référents responsables d'hygiène, sécurité, environnement. En fait, simplement, l'hygiène, sécurité, environnement, c'est un domaine d'expertise dans lequel, qui est assez rattaché au développement durable, puisqu'on parle du pilier social, tout ce qui est protection des personnels et conditions de travail, et puis le fait de la partie environnementale qui est de maîtriser en fait les risques environnementaux de notre activité. Voilà, donc là, ce sont des exemples en fait d'application dans une entreprise en général, dans une organisation. Donc, pour le pilier social, par exemple, on peut parler des achats socialement responsables. Donc, quand on achète une prestation de ménage, par exemple, est-ce qu'on ne peut pas intégrer des clauses sociales dans ce marché? Donc, par exemple, les personnes qui viennent faire le ménage peuvent venir en général à des horaires assez tôt, très tôt, très tard. Donc, pour leur permettre, je ne sais pas, d'avoir une vie de famille, etc. Est-ce qu'on ne peut pas prévoir dans notre marché de faire en sorte qu'ils arrivent plutôt vers 8h le matin et le soir qu'ils commencent à 6h, est-ce que ça ne dérange pas? Enfin voilà, c'est un exemple. Recyclage des déchets, bien sûr, dans une clause qui permet de faire recycler les déchets aussi par des entreprises spécialisées, de réinsertion, des associations ESAT et compagnie. Il y a aussi tout ce qui touche, donc ce que je disais, aux conditions de travail, à la santé des personnels, à l'hygiène et la sécurité. Et puis, donc après, sur le pilier environnemental, on a ce qui concerne la réduction des déchets, les pollutions en général que notre activité produise, en fait. Le tri sélectif, le recyclage, etc. Et puis, sur l'aspect économique, c'est essayer de réduire un petit peu les coûts de gaspillage. Par exemple, faire de l'éco-conduite, ça rejoint à la fois le pilier économique et le pilier environnemental. L'éco-conduite, c'est on dépense moins d'argent parce qu'on consomme moins d'essence, et en même temps, on pollue moins parce qu'on rejette moins de gaz à effet de serre, par exemple. Donc voilà, ce sont des exemples, on pourrait en citer plein d'autres. Alors, je vais vous parler donc, du développement durable donc, à l'EFS. Alors d'abord, le contexte, en fait, on a commencé à parler du développement durable à l'EFS à peu près en 2008. Donc c'est un groupe national qui s'est réuni, qui a commencé à aborder ce sujet en disant mais on entend beaucoup parler du développement durable, est-ce que l'EFS s'implique, en quoi il s'implique, et qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on a réfléchi au sujet. On s'est fait aider par l'AFNOR, en fait, avec une formation, donc les enjeux du développement durable, quels sont les enjeux du développement durable, comment les appliquer à l'EFS. Et ensuite, on a décidé de faire un état des lieux, un diagnostic de nos pratiques pour les confronter aux enjeux du développement durable et voir en fait où on se situait par rapport aux pratiques de développement durable. Pour ce faire, on a aussi créé un réseau donc de référents développement durable dont Valérie fait partie. Donc ce réseau-là, il a été constitué créé en 2009, mais il est, on va dire, effectif réellement depuis... en tout cas au national, hein, parce que dans les régions, chacun a travaillé. Hein, mais au niveau national, on s'est réunis la première fois en mars de cette année. Donc ça a mis du temps. Et donc ce réseau a aidé donc au diagnostic dans sa région et de manière transversale avec toutes les directions concernées. Et comme le développement durable, ça concerne tous les métiers, donc tout le monde a un peu participé. Donc il y a à la fois les supports, les activités cœur de métier, donc pour récolter des informations. Et de ce diagnostic, on a élaboré un plan d'action en 2010 qui commence à être décliné depuis cette année en fait. Entre-temps, il y a eu la signature du COP, je ne sais pas si vous avez entendu parler du contrat d'objectifs et de performance signé avec les tutelles. Voilà. Et donc la stratégie EFS 2010-2014, donc qui projette l'EFS jusqu'en 2014 au moins.
Et puis il y a une politique qui remplace la politique qualité nationale qui s'appelle la politique de performance globale et durable, parce qu'on est censé travailler performance sur les 3 piliers en fait. Donc ça intègre des éléments de développement durable dans la politique anciennement qualité. Et puis en avril de cette année, le 8 avril, l'EFS a signé la charte du développement durable des entreprises et établissements publics. Donc s'est engagé avec le ministère de l'écologie à mener une stratégie, une réflexion sur le développement durable et l'intégrer dans son fonctionnement, donc par un plan d'action. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. Voilà pour le contexte. Donc ce que je vous disais, il y a la charte, il y a la politique de performance globale et durable qui prend en compte donc les 3 piliers du développement durable, qui intègre des problématiques d'hygiène, de sécurité et d'environnement, et donc qui interroge la responsabilité sociétale de l'EFS. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quel est le rôle de l'EFS en fait, quand on se pose la question. Le rôle de l'EFS est vraiment social, puisque en fait on travaille pour le patient en bout de chaîne. Donc on a une organisation de santé publique, donc on a vraiment un rôle important sur le pilier social. Et donc pour contribuer au développement durable, il faut qu'on arrive à continuer nos missions dans le temps pour les générations présentes, mais pour les générations futures aussi, pour que les futurs malades puissent aussi avoir les PSL qu'il faut. Enfin, je parle de PSL, mais c'est aussi tout ce qui est recherche, tissus cellules, etc. Voilà, donc il faut qu'on arrive à perdurer pour pouvoir continuer à remplir ce rôle-là. Et si on ne perdure pas, si jamais on ne perdurait pas, en tout cas, il faut que ce rôle soit rempli toujours dans le futur, pour les personnes qui seront malheureusement malades. Ce qui fait que, en fait, il y a un message clé, en fait, qui est le suivant, c'est assurer le développement de l'EFS pour les générations présentes et futures. Et donc, rendre l'EFS pérenne, c'est quoi? C'est donc défendre le modèle éthique et nos valeurs, parce qu'on sait qu'en Europe, à nos frontières, en fait, il y a des modèles différents qui sont défendus aussi par d'autres pays au niveau européen. Nous, on est sur un principe en France qui est le principe de non-patrimonialité du corps, donc on ne vend pas les éléments du corps. Voilà, donc on ne vend pas son sang, etc. Et en même temps, il y a des pays qui eux, ont une autre manière de prélever. Donc voilà, il y a du bon rémunéré. Pour perdurer, c'est des questions assez difficiles en fait, des questions d'éthique assez difficiles. En tout cas en France, on est sur ce modèle-là, et pour que l'EFS continue dans ce sens, il faut défendre le modèle. Ensuite, si je me rappelle par cœur, il faut aussi également continuer à assurer un très haut niveau de sécurité sanitaire, puisque, bien sûr, il faut qu'on livre des produits toujours plus sûrs. Il faut faire preuve d'une bonne gestion des fonds publics. Donc, ça veut dire l'argent de l'EFS, c'est l'argent très loin du contribuable, puisqu'on paye tous des impôts, la Sécu, etc., etc. Donc, il faut faire attention à l'argent qu'on a à l'EFS pour ne pas le dépenser, pas gaspiller, quoi, entre guillemets. Être un établissement exemplaire en matière de conditions de travail pour nos salariés. Donc ça, c'est tout ce qui concerne en fait tout ce qui concerne le personnel dans les conditions de travail. Au niveau des laboratoires, c'est tout ce qui est maîtrise des risques, notamment risques chimiques, risques biologiques, etc. Et autres. Il y a aussi tout l'aspect formation, arriver à former les personnes tout au long de leur vie pour leur permettre d'évoluer dans leur métier. Il y a effectivement dans la recherche, donc investir dans la recherche pour la transfusion de demain, limiter la base de nos activités sur l'environnement, bien sûr, et puis avoir un rôle d'intermédiateur, de créateur de liens sociaux. Donc ça, en gros, l'EFS a une sphère d'influence très importante, notamment dans les collectes. On est partout en France, comme la Poste peut être partout, il y a des bureaux de poste un peu partout. L'EFS aussi a une sphère d'influence très étendue. Et donc on peut aussi être des messagers, entre guillemets, du développement durable. Et enfin, assurer le droit à la santé pour tous, notamment au travers de la coopération internationale. Donc tous les projets de coopération qu'on développe dans les pays où on va aider à mettre en place des systèmes de transfusion, ça fait partie aussi de l'élément de développement durable. Et également, tout ce dont on a parlé tout à l'heure, par exemple, quand on a parlé du HLA,
toutes les personnes qui ont un sans rare phénotype spécifique en France, enfin, on est censé quand même, la communauté comorienne à Marseille, qui est importante, et ben, il faut qu'on arrive à trouver les moyens de pouvoir les transfuser s'ils ont besoin d'être transfusés. Donc comment on va prélever dans des communautés avec des cultures différentes, etc. Enfin, en tout cas, on doit assurer ce service à tout le monde en France. Voilà. L'organisation, rapidement, c'est très rapide. En fait, il y a un pôle développement durable. Je suis toute seule au pôle développement durable, mais il y a un pôle, voilà. Voilà. Mais peut-être qu'un jour, on sera plus nombreux. Mais par contre, il y a un super réseau de référents développement durable qui est composé donc de personnes de tout bord, en fait. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des qualiticiens, des référents du chargé de mission hygiène, sécurité, environnement. Il y a aussi des acheteurs, des RH, des personnes de la recherche. Enfin voilà, il y a un peu de tout. Il y a des médecins dans le réseau, puisque ça concerne tous les métiers. Et puis ça permet d'avoir une approche vraiment transversale et qui nous apporte beaucoup de créativité. C'est vraiment un réseau sympa. Bon. Et donc, avec qui on travaille bien. Et puis, donc, à partir de ce réseau, il y a des actions qui sont identifiées donc, de développement durable, donc dans le plan d'action, et on a créé des groupes de travail pour pouvoir avancer sur les différentes problématiques. Dans ces groupes de travail, il n'y a pas que les membres du réseau, il y a justement des membres concernés par l'action identifiée. Donc, par exemple, il y a 11 stades. D'accord, il y a 11 stades de travail. Donc la veille réglementaire, bon, ça bien sûr, on a beaucoup de réglementation au niveau de l'hygiène, sécurité, environnement, développement durable, donc il faut absolument qu'on la mette en place. Alors il y a un groupe qui a commencé là, qui est le groupe prévention des risques et pollution. Donc il y a un gros travail qui a été sur les effluents de laboratoire pour savoir ce qu'on rejette dans la nature et éviter qu'on le rejette si c'est dangereux pour l'environnement. Donc ça c'est un groupe qui est en cours. Et il y a un autre groupe qui est en cours, qui est le groupe prévention du risque chimique. Donc qui travaille sur l'évaluation de l'exposition des personnels aux risques chimiques. Et donc on va devoir réaliser, par une méthode qu'on a définie, etc., une évaluation de l'exposition de chacun des personnels aux risques chimiques, et derrière pouvoir mettre en place les moyens, ou renforcer les moyens de protection et de prévention sur le risque chimique. Bon, ça, ce sont des exemples. Après, il faudra sensibiliser tous les responsables, etc., pour que ce soit un risque qui soit vraiment pris en compte. Il y a un point important aussi, c'est les marchés publics. En gros, on essaye de faire en sorte qu'on soit intégré en amont de chaque marché public. Quand on achète un automate, il faut qu'on pense à pas uniquement la performance de l'automate en termes d'activité, mais également au bruit qu'il va produire pour le personnel, aux déchets qu'il va rejeter dans l'environnement, aux produits chimiques qui seront utilisés dans l'automate. Est-ce que ce sont des produits chimiques dangereux, auquel cas il faut essayer de les substituer si on peut les substituer, et si on ne peut pas les substituer, il faut que le fournisseur s'engage à récupérer les produits, etc. Donc il y a un gros travail à faire aussi à ce niveau-là. Le plan d'action circulaire est exemplaire, je vais passer parce que Valérie va vous en parler. Préconisation HSE pour l'environnement de travail, c'est pareil, on essaie de rédiger, de travailler sur des procédures quand on crée un nouveau site, que ce soit un labo ou un site de collecte fixe. Il faut qu'on prenne en compte justement tous ces aspects d'ergonomie, voilà, tout ce qui concerne l'hygiène, sécurité, environnement. Donc on essaie de faire en sorte qu'on intègre ça dans les projets immobiliers dès le départ. Donc on travaille aussi sur ces procédures-là. L'hygiène, il y a un groupe qui travaille sur l'harmonisation des pratiques asepsie cutanée. La mutualisation informatique, donc il y a un site internet qui est en cours de construction et tout le monde aura accès pour avoir des informations sur le développement durable. Et puis il y aura des petits accès autres pour les groupes de travail. Mais sinon, il est censé être accessible à tout le monde. Ensuite, et puis c'est pour partager l'information qu'on a en région, il y a plein d'actions qui sont faites, donc il faut mutualiser tout ça. Les indicateurs tableau de bord, on fera ça en 2012. C'est pareil pour la cartographie des risques salariés et du travail, c'est un travail qu'on fait avec la RH. Je suis désolée, je vais aller vite parce que j'ai pris du temps. Ensuite, en communication interne et marketing responsable, entre guillemets, c'est tout le travail qu'il y a à faire sur la sensibilisation en interne, mais aussi en externe. Je vous ai parlé de la sphère d'influence de l'EFS. Et donc, par exemple, je vous ai mis des exemples d'affiches qu'il y avait en Suisse en 2007 pour une campagne du don du sang en Suisse. Donc, ils ont à la fois parlé du don du sang, enfin, voilà, et en même temps fait passer un message plutôt environnemental. Donc, ce sont des exemples.
Et plus proche de nous, à l'EFS Alpes-Méditerranée, je ne sais pas s'il y a des gens de l'Alpes-Méditerranée ici, il y a l'opération qui est en ce moment à la collation. C'est des canettes pour la collation d'honneur, donc des canettes recyclées, et qui délivrent des messages environnementaux. Donc voilà, ça c'est un beau projet, à voir si on ne peut pas l'étendre sur d'autres UTS. Voilà. Et enfin, il faut continuer à former, sensibiliser. Donc ça, ce sont les éléments du plan d'action développement durable national. Et on pourra en discuter, je vous laisserai mon adresse mail si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, je vais essayer d'être pratique. Donc, au niveau du développement durable, comme disait Cécile, il y a un réseau qui s'est formé et on commence déjà à travailler dessus, sachant que, bon, c'est vrai qu'au niveau de la Normandie, on avait des correspondants hygiène, environnement, sécurité, avec lesquels on avait déjà pas mal avancé sur certains sujets. Et autrement, je leur demande beaucoup d'informations aussi. Donc nous, comment ça s'est passé? Donc on a mis en place, on a défini des responsabilités au niveau de la Normandie, c'est-à-dire que là il y a cinq types de personnes. Donc il y a la direction qui décline la politique nationale, globale et durable de l'EFS, et qui s'engage. Ensuite le comité de direction, le conseil de direction, donc là c'est spécifique à la Normandie, qui décide des actions de développement durable. On parlait tout à l'heure du plan d'action État exemplaire. Une fois que j'ai fait mon tour avec les différentes directions, c'est le conseil de direction qui a choisi les priorités d'action. Ensuite, le référent DD qui est là pour, on dit DD parce que ça va beaucoup plus vite, qui est là pour suivre le projet, et puis pour mobiliser, et puis conseiller, et puis aider les pilotes d'action dans les services. Ensuite, on a le comité de direction qui est là une fois par mois et qui permet de faire redescendre les informations quand c'est nécessaire, dans un sens ou dans un autre. Et puis, tous nos réseaux de correspondants HSE, on leur a rajouté un petit peu l'étiquette DD parce que de toute façon, les 3 points du HSE font partie du développement durable. Et puis tous, parce que chacun est responsable et volontaire dans ses actions, et vous verrez un petit peu plus en détail ce qui a pu être mis en place directement par les services. Et donc tout le monde contribue et voilà, on essaye de faire une petite communication dans les 9 sens. Alors l'organisation, c'était un plan de gestion de projet, parce qu'il faut savoir qui fait quoi et comment, donc il faut déjà déterminer ça. Et ensuite, on a 2 plans d'action, un qui vient des fameuses 20 fiches de l'exemplarité de l'État, qui date, c'est une circulaire du Premier ministre de 2008, de fin 2008, qui nous a permis d'avoir un fil conducteur pour engager des actions. Donc ces fiches, je vais en parler après en exemple. Donc elles sont suivies par des pilotes. Et le conseil de direction a donc défini des priorités, sachant qu'on travaille quand même sur les autres fiches en parallèle. Et la deuxième entrée, c'est les contributeurs. Les contributeurs, c'est chacun dans son service qui veut mettre en place une action et qui contribue lui-même au développement durable. Alors il peut le mettre dans un service, il peut le mettre au niveau d'un site, de l'ensemble de l'EFS Normandie. Il m'envoie un petit peu ces informations, et ce qui permet un petit peu de voir comment on peut déployer, mais c'est des actes volontaires. Voilà. Bon, je ne vais pas vous lire toutes les fiches, mais c'était pour vous montrer un petit peu les 20 fiches de l'exemplarité de l'État, qui concernent beaucoup de thèmes, le matériel de bureautique, les solutions d'impression, le papier, fourniture de bureau, et j'en passe. Les fiches prioritaires que nous, là, on a mis en vert, là, ce que vous voyez, un matériel de bureautique, solutions d'impression, nettoyage des locaux, la gestion des déchets, la formation à la sensibilisation à l'éco-conduite, énergie et eau. Donc c'est vrai que ces choix ont été faits par l'ensemble du conseil de direction, c'est à peu près une dizaine de personnes au niveau de la Normandie. Il faut faire aussi en fonction de la facilité d'action, parce qu'il y a des choses sur lesquelles il va falloir du temps pour travailler.
Alors, dans les fiches prioritaires, donc on avait matériel de bureau. Alors, pour donner quelques, je ne vais pas vous donner toutes les actions parce qu'autrement, il me faudrait une demi-journée. Je ne pense pas que vous ayez le temps. Donc, en fait, juste des petits exemples. Dans ces fiches de l'exemplarité de l'État, on doit trier ses déchets, on doit faire ce qu'il faut pour agir sur les 3 piliers, si on peut dire. Donc, par exemple, récupération des déchets, on fait partie environnementale. L'envoi des cartons d'emballage à une société, une association, ça permet de faire travailler des personnes en difficulté. Donc c'est là un peu l'aspect social. La spécificité technique, c'est tout ce qui est référentiel TCO. Je ne vous donnerai pas de détails, mais bon, ça fait partie des économies d'énergie. Donc tout ça, ça permet d'aller dans le bon sens du développement. C'est des petites actions, mais si chacun fait des petites actions, au bout d'un moment, voilà, on va prendre le pli et de se dire, voilà, il y a des choses qui sont importantes à suivre. Quoi. Et puis bon, on va mettre en place d'autres actions par rapport à ces fiches. Solution d'impression. Dans l'exemplarité de l'État, c'était qu'il fallait supprimer les jets d'encre. Il y a toute une étude qui est faite pour dire que voilà, on achète une imprimante jet d'encre qui coûte très peu cher au départ, mais finalement on s'aperçoit que les cartouches ça coûte très très cher et que ça pollue beaucoup. Donc il vaut mieux avoir des imprimantes multifonctions et supprimer toutes ces petites imprimantes partout qui coûtent finalement plus cher et qui a beaucoup de problèmes d'environnement. Comme autre exemple, bah oui, bon après il y a la conscience de chacun pour essayer de faire des économies aussi et moins de déchets d'environnement sur tous les papiers qu'on peut imprimer, hein, de faire attention à ça, de bien mettre en noir et blanc si on ne nécessite pas de couleur, de faire attention à la dématérialisation. Des fois on peut garder un mail informatiquement, il n'y a pas besoin d'imprimer pour le lire, quoi. Donc il y a pas mal de choses qu'il faut prendre en compte au fur et à mesure. Donc c'est vrai que dans les idées du pilote informatique, c'était peut-être de faire un kit du bien savoir utiliser sa messagerie aussi, pour être efficace et puis permettre d'éviter l'impression de papier. Nettoyage des locaux, là, si vous en parlez tout à l'heure, c'est vrai qu'une idée principale, c'est de se dire qu'il faut travailler dès le départ avec les achats, avec les marchés publics, pour pouvoir mettre en place des clauses de développement durable, notamment les clauses sur tout ce qui est protection de l'environnement aussi, avoir des personnels aussi au niveau social, pouvoir les réintégrer dans le travail. Donc tout ça, ça continue à faire partie de mes préoccupations au niveau de nos marchés publics, même régional. Alors gestion des déchets, bon, là je pense que ça parle à tout le monde, hein, cette partie-là. Essayer aussi de faire travailler, voilà. Si on peut réduire à la source, c'est encore mieux, hein, comme ça on n'a pas besoin de recycler derrière. Si on peut réduire déjà les déchets à la source, c'est pas mal. Formation et sensibilisation à l'éco-conduite, voilà, c'est un principe, quoi. Si on conduit correctement, etc., on va éviter d'utiliser trop l'essence et va aussi protéger la nature. Tout ce qui est papier, bon, il y a des marchés nationaux hein, sur ce point. Au niveau du papier, c'est aussi d'avoir du papier recyclé. Là, dans l'exemplarité de l'État, on conseille de ne pas acheter que du papier recyclé, hein, parce qu'il y a aussi de l'achat de papier avec des forêts gérées, etc. Donc c'est pas toujours que du papier recyclé. Fourniture de bureau, ok. Alors au niveau de l'alimentation, je n'ai pas encore travaillé trop sur le sujet, mais je sais qu'il y a un marché national, je crois, sur ça qui devrait sortir. Je ne sais pas pas encore beaucoup d'éléments, ouais, il n'y en a pas encore de trop. Mais c'est vrai que le but du jeu aussi, c'est d'utiliser des commerces de proximité. Chez Normandie, ça se fait beaucoup. Quand je questionnais les achats, oui, on utilise les commerces de proximité, donc c'est déjà pas mal. C'est déjà des actions qui se font foncièrement, et voilà, ça fait partie du développement durable.
Au niveau des espaces verts, bon, c'est vrai que là, nous, en régional, on va mettre je sais pas si ce sera un marché ou un petit cahier des charges pour faire attention justement à ce qu'utilise notre prestataire pour venir nettoyer nos espaces verts. Ça, c'est important, justement, pas trop de traitement, des plantes qui ne nécessitent pas trop de coupe, etc., pour voilà, limiter l'action mécanique. Alors, véhicule particulier, c'est pareil, là, c'est la place surtout à l'environnement avec la pollution. Donc, nos véhicules légers bénéficient tous d'un bonus écologique. Sur les plus gros véhicules, c'est énergie, eau, on commence, parce que là c'est vrai que c'est un petit peu compliqué au niveau des travaux de prendre toujours tout en compte, donc c'est pour ça qu'au niveau, des locaux, il faut toujours penser, voilà, est-ce qu'on peut mettre quand on restructure quelque chose, est-ce qu'on peut mettre en place des doubles robinets, des chasses économiques, penser aussi au niveau de la lumière à mettre ce qu'il faut et non pas dépasser le luxe. Qui permet aussi sécurité du personnel et puis voilà, confort. Et puis on a commencé à mettre en place un tableau de suivi des consommations. Donc avant, dans les rapports d'activité, c'était plutôt l'aspect économique qui ressortait sur tous ces points-là. Et maintenant, c'est vrai que on a un visuel un petit peu plus sur tout ce qui est consommation et voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer. Les achats. Alors ça, les achats, franchement, c'est vraiment à partir de là, je crois qu'il faut vraiment travailler parce que j'ai participé à une formation sur les achats socialement responsables début 2010 avec beaucoup d'acheteurs d'ailleurs et des gens des marchés publics. Et c'est vrai que c'est vraiment à ce moment-là qu'on peut vraiment décliner, vraiment avoir un aspect fort sur tout ce qui est préservation de l'environnement, pour que les fournisseurs soient déjà aussi sensibilisés pour rentrer dans le développement durable. Un exemple, alors je ne sais pas si ça va vous parler, il existe plein de réactifs pour vos automates, et des réactifs qui sont plus ou moins nocifs pour la santé. Je ne sais pas, certains contiennent peut-être des CMR, des produits chimiques quand même très nocifs. Est-ce qu'au départ, dans le cahier des charges, on ne peut pas dire que pour l'environnement, on veut des réactifs qui soient le moins nocifs pour la santé, qui puissent s'évacuer aussi facilement, parce que nous, après, on a le problème des effluents, etc. Donc, et qui respectent aussi la sécurité du personnel, parce que voilà, tout ce qui est nocif, ça fait partie aussi des points qu'il faudrait essayer de gommer au fur et à mesure. Donc c'est vrai que si on peut avoir un poids au niveau des achats, dans n'importe quel marché, je crois que c'est vraiment le point de départ, quoi. Donc quand vous savez qu'il y a un marché en place, mettez votre nez dedans. Au niveau régional, au niveau national, il y a Cécile qui sont là-dessus. Et puis après, il y a d'autres fiches sur la partie égalité des chances, recrutement, parité. Et voilà. Donc nous, pour communiquer au niveau du développement durable, on a un site intranet avec donc la politique, les outils de sensibilisation que vous avez fournis à un moment, le siège sur l'éco-responsabilité. Donc je vous montre un petit peu juste à quoi ça correspond. Donc en fait, on a des thèmes, maîtrise de l'énergie, les déchets, etc. Et puis en fonction de ça, on peut se renseigner. Voilà, on peut se renseigner un petit peu, les déchets, c'est quoi, quels sont les chiffres un petit peu, la pollution, qu'est-ce que ça engendre comme problème, et ça permet aussi d'avoir aussi à mettre en place, c'est quoi les bons gestes qu'on peut faire pour pouvoir fonctionner. Donc en fait, ça a été diffusé à l'ensemble des EFS, et c'est sur le site de l'intranet, ça sera sur le site de l'intranet national également. Et donc du coup, vous avez des affiches de communication sur chaque point. Alors, moi, j'ai aucunement imposé aux services de s'en servir. Je leur ai mis à disposition, à eux de voir après s'ils veulent l'utiliser, etc.
Donc j'imprime par défaut recto verso, voilà le type d'affiche qu'il peut y avoir. Et donc avec la partie, voilà, je divise par 2 le nombre de feuilles utilisées, réutiliser un cahier de brouillon, côté vierge des feuilles imprimées, etc. Donc voilà. Après il y a plein d'affiches comme ça. Donc ça c'est un exemple. On peut mettre sa photo aussi. Oui, on peut mettre sa photo, on peut changer les photos, donc si vous avez envie d'apparaître dans votre OSS. Alors l'autre point d'entrée que je vous parlais tout à l'heure par rapport aux bonnes idées des services, donc en fait, au départ, notre direction souhaitait que ce soit volontaire et que ça ne descende pas de moi pour les informations, ou de lui, ou du national pour certaines choses. Je voulais que ce soit vraiment très volontaire des gens, que c'est eux qui prennent les projets en main, qui pilotent les projets, et que moi je sois là comme conseil pour les aider, etc. Alors au début c'était un petit peu flou dans ma tête, mais au fur et à mesure que les gens me remontaient des choses, je me suis dit finalement c'est une très bonne idée. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai construit. En fait, j'ai un tableau où finalement j'ai toutes les contributions des services qui est visible dans notre intranet, donc chacun peut aller voir un petit peu sur un site, il a fait ça m'intéresse, moi je voudrais bien faire la même chose, ou alors du coup après, moi comme j'ai l'expérience derrière, je peux les aider à suivre le projet sur certaines actions. Par exemple, là, au niveau des prélèvements de Mockbiome, on a un donneur qui était volontaire pour ramasser nos bouchons. Donc, en fait, Bouchons 226, c'est une association qui permet aux handicapés d'avoir des subventions ou alors d'avoir du matériel spécifique. Donc, on est vraiment dans la partie sociale. Et donc, du coup, j'ai rencontré cette personne avec notre chef de service, et ça a fait boule de neige sur d'autres sites. Donc du coup, c'est quand même vraiment bien d'avoir des gens qui ont envie comme ça de partager leur expérience. Donc c'est un partage d'expérience qui permet d'avancer au fur et à mesure, et c'est très bien. Alors pour vous donner un autre exemple, voilà. Par exemple là, les gens me demandaient, nous on a une contribution au développement durable, mais on ne sait pas comment formaliser, on voudrait que ce soit visible, etc. Donc je leur ai proposé mes trames et plusieurs services. Donc plusieurs services en fait ont mis, chez nous on a mis en place des actions, et on a, donc là c'est vrai que ça implique le personnel lui-même, et il y a des choses qu'on voudrait mettre en place. Donc ils ont leur petite fiche, et puis ils essayent d'avancer dessus, et j'essaye, quand je vois des choses qui sont un petit peu plus transversales, de trouver des informations. Mais bon, on n'est pas encore au bout, on commence. Donc, voilà, une fiche comme ça. C'est pareil, c'est un autre service qui a mis en place des actions. Donc ça, c'est vraiment du travail des services et de leur responsabilité. Voilà. Donc nous, on essaie d'avancer dans le développement durable comme ça, au fur et à mesure, et puis on espère que vous êtes un petit peu convaincus. En tout cas, tout le monde peut participer individuellement, et au niveau des groupes de travail et tous les chantiers qui sont lancés, chacun peut aussi participer à un groupe de travail si c'est un sujet qui l'intéresse, parce que l'objectif en fait c'est qu'on mutualise tous et qu'on travaille tous ensemble, et c'est comme ça que ça avance. Voilà. Merci.